est 19 h, bonsoir à tous, c'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Le président de la République s'est recueilli aujourd'hui au palais d'El Mouradia en compagnie de hauts responsables et des conseillers à la présidence de la République à la mémoire des Chouhada à l'occasion de la journée nationale de l'immigration. Message du président de la République au peuple algérien à l'occasion de cette journée nationale de l'immigration, une journée qui marque le 63e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961. De nouveaux messages de félicitations au président de la République Abdelmadjid Tebboune suite à sa réélection, des messages de la part de chefs de gouvernement. Troisième jour de la visite officielle du général d'armée Saïd Changriha, chef d'état-major de l'ANP en République islamique de Mauritanie, à l'invitation de son homologue mauritanien, le général de corps d'armée El Mokhtar Bouleshaben. Et puis nous irons à Paris, où un film de mémoire a été projeté à l'occasion du 17 octobre 1961. Nous vous proposerons aussi le portrait d'une figure emblématique de la lutte pour les droits des Algériens, celui de Bouarkichi, avant de vous parler d'un espace dédié à recueillir des témoignages de celles et ceux qui ont contribué à l'indépendance du pays. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est recueilli aujourd'hui au palais d'El Mouradia en compagnie de hauts responsables et des conseillers à la présidence de la République à la mémoire des Chouhada à l'occasion de la journée nationale de l'immigration commémorant le 63e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961. Journée nationale de l'immigration ce 17 octobre, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé l'attachement constant de l'État à défendre les enfants de la communauté nationale à l'étranger ainsi que leur droit à protéger leurs intérêts et à réunir les conditions optimales pour leur intégration dans le processus de redressement et de renouveau national. Dans un message adressé au peuple algérien à l'occasion de la journée nationale de l'immigration qui marque le 63e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961, le président de la République a déclaré s'incliner avec piété et déférence à la mémoire des victimes de ce sinistre jour et salue les enfants de l'Algérie, hommes et femmes à l'étranger. Le président de la République a renouvelé à cette occasion la dynamique de transition de l'Algérie vers l'avenir avec une nouvelle vision, confiante en les capacités du pays et en ses compétences et la prise de conscience de ses jeunes et de son peuple des défis, convaincu de gagner les paris et de réaliser les rêves de nos valeureux Chouhada dans une Algérie altière. L'Algérie du nationalisme et de la dignité est attachée au principe du droit et d'équité en ce qui concerne le dossier de la mémoire que certains cercles extrémistes tentent de falsifier ou de reléguer au tiroir de l'oubli au moment où la question de la mémoire a besoin d'un nouveau souffle de courage et d'intégrité pour se débarrasser du complexe du passé colonial et se tourner vers un avenir où il n'y a pas de place pour les semeurs de haine parmi ceux qui restent prisonniers d'une pensée coloniale obsolète. Abdelmadjid Tebboune a ajouté que la célébration du 63e anniversaire de la journée nationale de l'immigration ce 17 octobre vient en commémoration des luttes de notre communauté à l'étranger qui exprime le ralliement des Algériennes et des Algériens résidant en France à l'époque à la glorieuse révolution de libération, soulignant que cet anniversaire demeure profondément gravé dans nos esprits de par la forte symbolique qu'il revêt, illustrant l'unité et l'attachement du peuple à la réalisation des objectifs tracés dans l'éternelle déclaration du 1er novembre. Le président de la République d'Argentine, Javier Milei, a félicité le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour sa réélection à la présidence de la République. Dans son message de félicitations, le président Milei a souligné sa ferme volonté de continuer à faire progresser les relations privilégiées entre l'Algérie et l'Argentine, en exprimant sa volonté d'approfondir et de diversifier les domaines de coopération pour le bien-être et la prospérité des deux pays. Autre message de félicitations, celui du président de la République
de l'Uruguay au président de la République Abdelmadjid Tebboune, Luis Lacalle Pou, à l'occasion donc de la réélection du président de la République Abdelmadjid Tebboune pour un second mandat. Dans son message, le président de l'Uruguay a adressé au président de la République ses vœux de succès dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que sa ferme volonté de renforcer les liens historiques d'amitié qui unissent les deux peuples, ainsi que les relations économiques et de coopération entre les deux pays. Je vous le disais en titre, troisième jour de la visite officielle du général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire en République islamique de Mauritanie, à l'invitation de son homologue mauritanien, le général de corps d'armée Al-Mourtar Boulé Chaben. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, a effectué une visite au niveau du collège de défense du G5 Sahel et au niveau du complexe polytechnique de Nouakchott. Cette visite à ces deux pôles et bien de formation a constitué une opportunité pour le général d'armée et la délégation qui l'accompagne de s'enquérir de l'expérience mauritanienne dans le domaine de la formation militaire et scientifique de haut niveau. Le général d'armée a suivi à cette occasion des exposés détaillés sur ces deux établissements et des explications exhaustives lui ont été fournies sur leur département et leur mission. Par la suite, le général d'armée s'est rendu au niveau du siège de l'état-major général des armées mauritaniennes, où il a coprésidé en compagnie du général de corps d'armée Al-Mourtar Boulé Chaben la cérémonie de signature d'un protocole de coopération entre les armées des deux pays dans le domaine d'échange de renseignements entre le directeur central de la sécurité de l'armée de l'état-major de l'ANP du côté algérien et le commandant de la division du renseignement et de la sécurité militaire de l'état-major des armées du côté mauritanien. Au terme de cette rencontre, les deux parties ont échangé des présents symboliques. En sa qualité d'envoyé spécial du président de la République à Abdelmadjid Tebboune, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, a été reçu aujourd'hui au palais présidentiel de Carthage, dans la capitale tunisienne, par le président Kais Saïed, qui lui a remis un message écrit de son frère, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lui transmettant les salutations fraternelles du président de la République, et ce, à l'occasion de sa réélection pour un second mandat présidentiel. Dans son message, le président a exprimé ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux à son frère, le président de la République tunisienne, à l'occasion du 61e anniversaire de l'évacuation du dernier soldat français du territoire tunisien, qui coïncide avec le 63e anniversaire des massacres du 17 octobre 1961. Le président de la République a réitéré son soutien constant de l'Algérie à la Tunisie pour la promotion des relations algéro-tunisiennes. Le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, L'Aïd Rebliga, a été reçu par le président de la République arabe sahraoui démocratique, Brahim Ghali, qui lui a remis une invitation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à assister aux festivités commémorant le 70e anniversaire de la glorieuse guerre de libération nationale. Et à l'occasion de cette journée nationale de l'immigration, plusieurs institutions étatiques officielles ainsi que des établissements d'information à travers tout le pays ont célébré cet anniversaire. Des recueillements, une minute de silence a été observée à la mémoire des martyrs de ces tragiques et douloureux événements. Le 17 octobre 1961, une date, un symbole de la résistance. Des femmes et des hommes sont jetés froidement dans la Seine pour avoir réclamé le droit à l'indépendance du pays. En France, cet événement a été commémoré par la projection d'un film de mémoire suivi d'une table ronde où de nombreuses interrogations ont été soulevées. Correspondance signée à Afeb Belouchette. La France ne se résout pas à perdre ce territoire colonisé depuis 1830. Ces images montées en récit par Daniel Kopperstein ne racontent pas seulement une nuit de massacre, mais aussi sa genèse, les jours d'avant et les jours d'après. Cela fait 20 ans maintenant que le documentaire 17 octobre 61, Dissimulation d'un massacre, est projeté, suscitant toujours les mêmes réactions.
sont touchés, des gens qui ont envie de parler, qui racontent en disant j'y étais, etc. Et du coup, c'est comme si c'était à chaque fois les premières fois, c'est-à-dire que ça revient régulièrement, les mêmes questions, les mêmes pourquoi, tout ça. Et c'est parce que ces massacres n'ont jamais été reconnus tels qu'ils sont, ni inscrits dans la mémoire française, comme les crimes qu'ils furent, qu'ils continuent à soulever autant de questions, selon le réalisateur, invité par le Centre culturel algérien. Pour l'historien Fabrice Reciputi, la France officielle applique une politique de goutte à goutte mémorielle à l'égard de ces crimes. Ce rythme-là, pour reconnaître tous les crimes comme ceux de l'assassinat de Maurice Audin ou celui d'Ali Boumengel par exemple, il faudrait encore des millénaires. Voilà. Donc je trouve cette façon de faire un peu, un peu cynique, pour le dire un peu sévèrement. Et c'est une façon aussi d'utiliser la vérité historique comme une monnaie d'échange diplomatique. Pour ce que j'en sais, les Algériens, ce qu'ils réclament, c'est la reconnaissance de la vérité, de toute la vérité. Eh bien, voilà, je trouve que la façon de faire de l'actuel président de la République n'est pas digne. Et cela, malgré le chantier mémoriel entamé il y a presque 2 ans avec une commission mixte d'historiens. Puisqu'on est à l'époque Macron, il est encore président, il a ouvert un chantier mémoriel sur le 17 octobre. Le 17 octobre 2021, il était au pont de Besançon. Il a fait un communiqué, il a dit « Monsieur Papon a commis un crime impardonnable », comme s'il y avait des crimes pardonnables. Ensuite, Monsieur Papon, il a cité sa qualité de préfet commis de l'État. Mais les faits restent têtus, tout comme la détermination du grand homme qu'était Jean-Luc Einaudi, militant de la vérité, qui dévoila pour la première fois en France le massacre planifié jusqu'au plus haut niveau des autorités coloniales dans son livre La bataille de Paris. Einaudi, qui avait affronté le tristement célèbre boucher de Paris, Maurice Papon, est également à l'honneur. Le Centre culturel algérien lui a rendu hommage en accueillant l'association de ses amis, qui déplore la dégradation actuelle du climat politique en France, freinant toute avancée vers la vérité. C'est contradictoire parce qu'effectivement, le travail de Jean-Luc a amené, comme on dit certaines personnes, à fabriquer d'autres futurs petits Jean-Luc Einaudi, je dirais, pour reprendre la formule d'un monsieur. Mais en même temps, la situation politique actuelle est extrêmement inquiétante parce que nous sommes dans une situation où la démocratie française est très mise à mal et que l'extrême droite contrôle un gouvernement qui est illégitime, même s'il est légal, il est député dans l'Assemblée nationale et est sous contrôle de l'extrême droite. Donc il va y avoir, on peut craindre très rapidement des tensions énormes dans un sens très très réactionnaire. Pendant ce temps, les héritiers de la mémoire de l'immigration et la fédération de FLN se sont recueillis sur le pont Saint-Michel, sous le ciel noir, pluvieux de Paris, aussi sombre que cette nuit tragique de notre histoire commune. Vous l'avez vu à Paris, sous une pluie battante, des Algériens se sont rassemblés au niveau du pont Saint-Michel, un lieu chargé d'histoire. Ils sont venus rendre hommage aux victimes du massacre du 17 octobre 1961, une date qui marque un sombre chapitre de l'histoire. L'occasion de revenir ce soir sur ces massacres. Il y a 63 ans, ce jour-là, des centaines d'Algériens ont été tués par la police française à Paris. Leur seule faute avait été de sortir manifester pacifiquement pour l'indépendance de leur pays. Évocation avec Emel Nebech. Pour la première fois dans l'histoire des révolutions, un peuple a réussi à porter l'idéal révolutionnaire au cœur du territoire du colonisateur. En effet, des femmes et des hommes épris de valeurs de liberté et d'indépendance ont bravé l'interdiction du tristement célèbre Maurice Papon, préfet de la police de Paris. Le mot d'ordre de la Fédération FLN de France était de manifester pacifiquement et de ne pas répondre aux provocations de l'ennemi. Une répression féroce et sanglante s'est abattue sur les manifestants algériens, dont une grande partie a été jetée dans le fleuve de la Seine. On comptera des centaines de morts et des milliers d'Algériens parqués dans des centres de rétention où ils vont subir violences, tortures, humiliations de la part d'une police fasciste au service de la colonisation. Malgré la chape de plomb et l'omerta des responsables français de l'époque, des photos et des films dénonciateurs du massacre du 17 octobre 1961 à Paris témoigneront de la sauvagerie et de la barbarie de la colonisation face au courage et à la dignité d'un grand peuple qui s'est entièrement sacrifié pour la liberté de l'Algérie.
Et on vous propose à présent un portrait exclusif, celui de Mohamed Rafir, dit Mouh-Kliché, une figure emblématique de la lutte pour les droits des Algériens, un symbole de résistance face aux injustices. Son parcours exceptionnel, marqué par des actions militantes et un dévouement sans faille, inspire des générations entières à se battre pour un avenir meilleur. Son portrait avec Raouf Hamouche. Pour que nul n'oublie qu'en ce jour, la France coloniale a torturé, tué, massacré des centaines d'Algériens parce qu'ils voulaient être libres et indépendants. Ces pages sombres, Mohamed Rafir dit Mouh-Kliché les a vécues. À 90 ans, il se souvient toujours de ces événements tragiques. Lui qui a conduit plusieurs opérations dans la région de Clichy à Paris. Ce Moudjahid nous raconte l'engagement de ces Algériens qui, malgré la torture, sont restés déterminés pour arracher l'indépendance face à l'une des armées les plus puissantes du monde. Le 17, tout le monde est sorti, encore une marche pacifique. Pas de cris, pas de drapeau, rien du tout. Et encore dans les artères à l'Opéra, les grands boulevards, les Champs-Élysées, allez-y là-bas, se tourner là-bas, etc. etc. Finalement, cette soirée-là, c'est une soirée quand même qui est connue. Alors donc maintenant, on disait, Paris se souviendra et la Seine témoignera. La Seine, elle était rouge de sang, comme en 17 octobre, c'est la dernière bataille de l'occupation française. Pour Mouh-Kliché, rappeler les faits historiques et apporter son témoignage des événements historiques relève du devoir de mémoire. Le 17 octobre, c'est une date qu'il faut marquer à nos enfants pour qu'ils puissent savoir, c'est la dernière date qui a été justement où la France, Lord de Gaulle, il a repris les négociations le 28 et le 29. Et à partir de là, négociation sur négociation. À chaque occasion historique, le Moudjahid Mohamed Rafir revient avec émotion et une mémoire infaillible sur cette date qui a constitué la dernière étape d'un combat mené avec détermination et courage pour la libération de l'Algérie. L'histoire de la glorieuse révolution algérienne est bien connue du monde entier, notamment pour ce qui est des massacres de ce 17 octobre 1961. Une histoire qui se transmet de génération en génération. Les jeunes la portent dans leur cœur. On vous parle ce soir de Saïd Labidi, qui est journaliste et qui a lancé une page sur les réseaux sociaux pour recueillir des témoignages des immigrés qui ont pleinement contribué à l'indépendance du pays. Badi Amrani. Les tragiques événements sanglants du 17 octobre 1961 font partie des dates et des étapes marquantes de la glorieuse révolution de novembre. Une révolution et des événements que nul ne peut oublier. Ce jour-là, des centaines d'Algériens ont été sauvagement jetés à la Seine. Des crimes gravés à jamais dans la mémoire collective, y compris chez les plus jeunes. Saïd Labidi, issu de l'immigration, n'oublie pas les sacrifices de ses aînés, y compris de son père, qui a, comme beaucoup de ses compatriotes à l'étranger, participé activement à l'indépendance de l'Algérie. Je sais que nos parents, les gens qui ont participé à la Révolution, aujourd'hui, la plupart sont déjà partis ou sont en passe de l'être. Si jamais on a une histoire familiale, un témoignage dont il faut un témoignage dans sa famille, ne le gardez pas pour soi, mettez-le à contribution parce que personne ne le fera à notre place. Alors cette page, en fait, je l'ai faite suite au décès de mon père, qui était un militant de la Fédération de France du FLN. Et j'ai ressenti le besoin de rendre hommage à cette partie de la communauté algérienne établie à l'étranger. Car il faut savoir que toutes les familles algériennes qui étaient en France avant 1962 détiennent une parcelle de notre histoire. C'est pas un travail d'historien c'est du tout cette prétention, c'est juste des parcelles d'histoire familiale, c'est juste un appel à témoins auprès des familles pour les inciter à mettre des photos. Alors souvent les histoires se ressemblent, c'est mon père collectait les impôts, on a accueilli des gens qui faisaient des réunions et ça tourne autour de ça, quoi. À la suite du décès de son père, Saïd décide de reprendre le flambeau en lançant une page spéciale sur les réseaux sociaux. Zmigri est un appel à témoins pour connaître l'histoire de ceux qui ont contribué à l'indépendance de l'Algérie ou de leurs enfants. Un hommage à ceux qui ne sont plus parmi nous. Depuis son lancement, beaucoup de témoignages ont été recueillis sur la participation des émigrés à la révolution de novembre. Alors j'ai été agréablement surpris, ça répondait vraiment à une attente. J'ai pu recueillir des témoignages très importants. J'ai par exemple retrouvé les traces des responsables du FLN dans la ville de Belfort, qui est ma ville natale dans l'est de la France. Et j'ai recueilli le témoignage de leurs enfants, des témoignages qui étaient souvent très poignants.
Et de fil en aiguille, la communauté s'est élargie à environ 2700 membres. À terme, si jamais la page était suffisamment alimentée, ça serait de faire un livre qui, à l'occasion de la Révolution. Et puis, mon souhait le plus cher serait que le musée de Markham Chahid consacre une section aux Algériens de France, parce que cette histoire fait partie de la grande histoire de l'Algérie. Chacun à sa façon, les Algériens portent dans leur cœur l'histoire de l'Algérie, contribuant ainsi à démontrer au monde entier la lutte et la résistance du peuple algérien pour arracher sa liberté. Nous commémorons aujourd'hui une date historique qui a inspiré de nombreux écrivains et de nombreux ouvrages sont consacrés à ces événements tragiques. Les bibliothèques en Algérie offrent une panoplie de livres pour celles et ceux qui veulent connaître davantage sur cette étape cruciale de la glorieuse révolution de novembre. Reportage Friel Chir. Le 17 octobre 1961, ce jour-là, des milliers d'Algériens vivant en France se sont mobilisés pour une marche pacifique à Paris, répondant à l'appel du Front de Libération Nationale, FLN. Leur objectif, protester le couvre-feu imposé aux Algériens par les autorités françaises et revendiquer l'égalité des droits. De nombreux auteurs ont pris la parole en écrivant des ouvrages dédiés à la mémoire des innocents, dans le but de mettre en lumière l'ampleur de la tragédie qui a frappé ceux qui ont sacrifié leur vie pour la dignité face à l'injustice. Nous nous sommes rendus dans 2 bibliothèques où nous avons trouvé une sélection variée de livres consacrés à la mémoire du 17 octobre 1961, des témoignages et des récits de ceux qui ont vécu ces événements de près. Dans la 2e bibliothèque, nous avons rencontré un jeune passionné de l'histoire, Mohamed Chakib, qui nous a parlé de cette date tragique. Le 17 octobre est une date assez importante dans l'histoire de l'Algérie. C'est 17 octobre 61. Vous avez des Algériens qui sortent à Paris, manifester pacifiquement pour dénoncer le couvre-feu instauré par le préfet de Paris. Et puis vous avez Maurice Papon, qui est le préfet de police, qui ordonne de manière assez arbitraire qu'on exécute, qu'on rafle des Algériens parce qu'ils ont manifesté pacifiquement. Et vous avez à la librairie des gens qui viennent demander des livres sur le 17 octobre et puis faire en sorte que les gens, surtout les jeunes, connaissent l'histoire du 17 octobre 61, parce que c'est important pour le présent et pour l'avenir de l'Algérie. Longtemps resté dans l'ombre, le 17 octobre est désormais un symbole de courage dans l'histoire de l'Algérie. Cette date mérite d'être honorée et partagée pour sensibiliser les nouvelles générations à l'injustice du passé et à l'importance de la résistance face à l'oppression. Voilà qui clôture notre dossier dédié à cette date charnière qui est celle du 17 octobre 1961. Le Premier ministre Nadel Arbaoui a présidé aujourd'hui une réunion du gouvernement consacrée au parachèvement de l'avant-projet de loi sur la protection des personnes âgées dans le cadre des directives du président de la République relatives au renforcement du rôle économique de l'université et à la confirmation de son ouverture sur l'environnement économique. Lors de cette réunion, il a été également question de l'examen d'un projet de décret exécutif définissant les modalités d'exercice des activités par les titulaires d'un doctorat non rémunéré pour les activités de recherche dans le cadre de relations contractuelles en vue d'améliorer la qualité de la recherche, notamment dans les domaines prioritaires tels que la sécurité sanitaire, la sécurité alimentaire et hydrique et la cybersécurité. Le gouvernement a également écouté des exposés sur l'état d'avancement de la réalisation des projets, notamment la construction de l'autoroute Est-Ouest, la construction du barrage de Jadra dans la wilaya de Soukharas, dont l'achèvement est prévu pour la fin de l'année en cours, ainsi que des installations et infrastructures sportives. Le Premier ministre Nadel Arbaoui a donc présidé aujourd'hui les travaux de la 189e session du Conseil de participation de l'État qui s'est tenue au Palais du gouvernement. La réunion a été consacrée au suivi de la mise en œuvre des procédures légales relatives au règlement définitif du dossier des biens immobiliers et immobiliers confisqués par des décisions définitives de justice dans le cadre des affaires de lutte contre la corruption. À l'initiative de l'Algérie, les pays arabes qui participaient aux travaux de la 149e session de l'Union interparlementaire à Genève ont boycotté l'allocution du représentant de l'entité sioniste. La délégation algérienne présente à la session s'est retirée
de la salle après que le représentant de l'entité sioniste ait pris la parole. Il s'agissait en fait de montrer à quel point cette entité criminelle est isolée au sein de la communauté internationale. Réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU hier à la demande de l'Algérie. La politique de l'entité sioniste qui soumet les Palestiniens à Gaza à une mort lente à travers la famine et l'intensification des blocus et entraves à l'acheminement de l'aide humanitaire a été une nouvelle fois dénoncée par le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama. Je vous propose de l'écouter. La crise humanitaire dans la partie nord de la bande de Gaza atteint des niveaux catastrophiques. L'autorité d'occupation ne se contente pas seulement de bafouer le droit international, mais elle va à l'encontre de toutes les valeurs humaines. Affamer les civils et les priver des produits essentiels à leur survie et utiliser cela comme arme de guerre est interdit par le droit international. Il est temps aujourd'hui d'agir, car la vie des civils palestiniens est en jeu. Donc, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Ammar Benjama, a interpellé hier depuis New York la légalité et la justice internationale au sujet de la décolonisation du Sahara occidental. S'adressant à la 4e commission chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation, Ammar Benjama a plaidé haut et fort le droit du peuple sahraoui, dernière colonie de l'Afrique et le plus vaste territoire occupé du monde, figurant sur l'agenda de l'ONU depuis 1963 à l'autodétermination. On l'écoute. Le représentant du Maroc a évoqué à maintes reprises la charte de l'avenir, mais il a omis de soulever un point que nous avons abordé dans notre document, à savoir le droit à l'autodétermination ou encore le droit à la lutte contre l'oppression et la colonisation. Deux points qui touchent directement la question sahraoui. Permettez-moi de vous rappeler que le représentant du Maroc en 10 minutes, il n'a à aucun moment cité le Sahara occidental, alors que c'est le point essentiel du chapitre des travaux de cette commission. D'après le représentant, rien que le fait de citer le Sahara occidental est interdit. Débattre de la question du Sahara occidental et du droit des Sahraouis à l'autodétermination, nous devons avouer que le Maroc commet plusieurs violations des principaux droits du peuple sahraoui. Des violations qui ont été documentées par plusieurs organisations des droits de l'homme arabes et africaines. Des violations qui ont été mentionnées également par le secrétaire général de l'ONU dans son rapport relatif à la question sahraoui. Par ailleurs, le Sahara occidental fait face à un embargo militaire, au point que depuis 9 ans, les experts onusiens des droits de l'homme ainsi que les militants des droits de l'homme n'ont pu accéder au Sahara occidental. Ils sont allés au Maroc sans pour autant avoir le droit d'aller au Sahara occidental. Nous sommes réunis ici pour rendre justice au peuple sahraoui. Tout ce que les Sahraouis demandent, c'est leur droit à choisir leur avenir. Et cela ne peut se faire qu'à travers le droit à l'autodétermination. Depuis Genève, le représentant permanent de l'Algérie, l'ambassadeur Rachid Bledhen, a affirmé que, conformément à ses engagements internationaux, l'Algérie continue de fournir l'aide nécessaire aux réfugiés, dont les Sahraouis se trouvant sur son territoire national. Rachid Bledhen s'est exprimé lors de la 75e session du Conseil exécutif du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il a également abordé les catastrophes résultant des agressions des forces du colonisateur sioniste contre Gaza, la Cisjordanie ainsi que les violations de la souveraineté du Liban. On l'écoute. Conformément à ses engagements internationaux, mon pays continue à apporter l'assistance nécessaire aux réfugiés présents sur le territoire national. C'est le cas pour les réfugiés sahraouis contraints de fuir leur terre en 1975, qui vivent dans des camps près de Tindouf. En plus de l'aide apportée par les agences humanitaires, le HCR en tête, l'Algérie accorde à ses déplacés, entre autres, des services de santé et d'éducation. Bien que ne faisant pas partie du mandat du HCR, les conséquences humanitaires désastreuses engendrées par l'agression de la force d'occupation dans la bande de Gaza et en Cisjordanie sont une source de préoccupation majeure pour son pays. Nous condamnons en des termes non équivoques les massacres perpétrés contre les civils et les travailleurs humanitaires et appelons la communauté internationale à user de tout son pouvoir pour obliger le colonisateur à rendre des comptes. Ce même agresseur poursuit malheureusement dans un total mépris des principes fondamentaux du droit international et du droit international humanitaire, ses exactions et ses violations en envahissant le territoire d'un pays souverain, en l'occurrence le Liban.
Revenons chez nous, en Algérie, où la SAFEX accueille le Canex Weekend 2024 à Alger, un événement majeur pour la culture et les industries créatives africaines. Un rendez-vous à redire qui témoigne de l'importance croissante de ces secteurs dans l'économie du continent. Couverture, Yanis Abdelkassem. Mode, cinéma, musique, des domaines dans lesquels les Africains excellent depuis la nuit des temps et que ces créateurs venus des quatre coins du continent africain veulent mettre en valeur en transformant les allées de la SAFEX en une véritable vitrine du talent et de l'innovation. Cet événement organisé par l'Afreximbank vise à promouvoir les industries créatives africaines, désormais reconnues comme un moteur économique essentiel, plus qu'une simple exposition. Le Canex Weekend connecte ces secteurs en pleine expansion à travers le monde. On est ici pour présenter nos marques lors de Canex durant tout ce week-end qui se termine par un fashion show auquel on participe également. C'est une très bonne plateforme pour nous d'échange avec tous les pays africains tout autour de la créativité et savoir comment faire pour grandir, Un événement très important pour nous les Africains parce que justement on trouve qu'on n'est pas assez valorisé, la culture africaine n'est pas assez valorisée et cet événement permet de vraiment mettre l'accent sur tout ce qui est industrie créative, culturelle, mode, gastronomie, sport. Le Canex symbolise la coopération renforcée entre l'Algérie et ses partenaires africains avec la présence de 16 ministres africains et des ministres algériens du commerce et de la culture. Cet événement prépare la foire commerciale intra-africaine de 2025 visant à promouvoir la culture africaine et à soutenir la commercialisation des produits créatifs du continent. L'édition Canex, c'est une édition d'entraînement pour préparer bien la Canex, l'EATF de l'année prochaine. Qu'on a des objectifs, on a tracé des objectifs sur des instructions au président de la République, que l'EATF Alger 2025, il a pratiquement il a placé la barre très haute pour atteindre un objectif de 48 milliards de dollars d'échanges entre les États africains, mais aussi entre les sociétés africaines et les sociétés mondiales. À travers cette manifestation, c'est l'avenir de l'économie créative africaine qui se dessine, une Afrique unie par sa diversité et qui aspire à s'affirmer sur la scène internationale. Ouverture hier soir à l'Opéra d'Alger des Journées créatives africaines Canex 2024 sous le slogan « Un seul peuple uni dans la culture, créant pour le monde ». Une soirée en présence de ministres et d'importantes délégations des quatre coins du continent. Couverture, Saïda Mayouf. L'Opéra d'Alger a vibré au rythme de sonorités africaines et des tableaux hauts en couleurs marquant l'ouverture officielle des Journées créatives africaines. Un rendez-vous annuel organisé en collaboration avec des organismes africains de grande envergure tels l'UA, la ZLECAV ainsi que l'Afreximbank. Je suis très reconnaissant au président de la République Abdelmadjid Tebboune pour avoir abrité cet événement culturel de taille qui vise à soutenir le développement des industries créatives et culturelles de l'Afrique et relever ainsi certains défis auxquels cette économie est confrontée en fournissant un accès au financement à travers l'accès aux nouvelles opportunités de marché. En somme, l'objectif est d'accroître la part de l'Afrique dans les flux commerciaux culturels mondiaux. L'État algérien n'a ménagé aucun effort depuis des décennies dans le renforcement de l'appartenance et du rapprochement africain dans l'intérêt de l'ensemble des causes inhérentes au continent à tous les niveaux politiques, économiques et culturels en se projetant dans un développement durable. Quel événement! Un événement exceptionnel. Vous imaginez Alger est la capitale de toute l'Afrique. Ça c'est beau. Notre Algérie, notre beau pays, qui a pu rassembler tout ce beau monde, qui sont venus dire ce qu'ils veulent. Plusieurs pays africains prennent part à cette manifestation, pur cocktail harmonieux africain, se voulant un héritage commun. On est convaincu que le savoir et l'aspect intellectuel contribuent significativement au développement socio-économique des pays du continent. C'est ma première visite en Algérie. Je suis très ravie d'être ici et très émue par l'excellence de l'hospitalité des Algériens. Je suis très émue d'être en Algérie. L'organisation est parfaite. On a eu des échanges fructueux en matière d'art et de musique avec d'autres nations.
Vraiment, je trouve que tout est merveilleux. Une ambiance extraordinaire, des spectacles de haut niveau. On a passé un agréable moment et on a ressenti vraiment notre appartenance au continent africain. CAMEX ce week-end, des industries culturelles et créatives africaines, première édition du genre en Algérie, demeure une invitation pour la création et le talent africain en matière d'art et de culture afin de partager des expériences et explorer des opportunités de collaboration et de coopération mutuelle. Et puis cette annonce de la compagnie aérienne nationale Air Algérie concernant l'annulation et la révision des horaires de 12 vols internationaux pour être plus précise et 22 domestiques durant la période allant du 21 octobre au 1er novembre prochain. De plus, les horaires de 40 vols internationaux et de 30 vols domestiques ont été ajustés pour la période du 21 au 31 octobre, initialement programmée entre 10h et 13h, a fait savoir la compagnie nationale. Pour le 1er novembre prochain, les révisions des horaires concernent les vols prévus entre 8h30 et 14h30. La compagnie nationale a invité tous ses passagers à se rendre au niveau des agences commerciales où ils avaient acquis leur billet, à contacter le call center d'Air Algérie au numéro court 3302 ou à consulter le site web de la compagnie pour avoir plus d'informations. Du sport à présent avec la 5e journée de Ligue avec de belles affiches. 8 matchs sont au programme. Le leader l'Olympique Arbo compte conserver cette première place en recevant l'AS Sochlev. Le beau derby algérois entre l'USM Alger et le CR Belouizdad et pour samedi le MCO qui sera face à la JSK Fatah Abada. Le leader surprise, l'étonnante mais séduisante équipe de l'Olympique d'Arbo reçoit au stade de l'unité maghrébine de Béjaïa la lanterne rouge l'AS Sochlev. La rencontre des deux extrêmes. Les Chelfawa feront tout pour contredire les pronostics qui sont certainement en majorité en faveur des Lions de la Soumam. Le dauphin actuel, le Mouloudia d'Alger, se déplacera à l'est du pays chez les 6 Kawa de l'USMK. Baumel, qui récupère quelques-uns de ses cadres blessés, fera tout pour continuer avec ses poulains sur la lancée. Mais les Khenchli sont très difficiles à jouer dans leur fief du stade Hammam Ammar. L'Aigle Noir certifié en quête de rachat après 2 contre-performances accueillera l'autre promu, le S Mostaganen. Reda Bendris devra trouver les mots nécessaires pour booster ses troupes, surtout que l'ESM pratique un très beau football. L'affiche de la journée est certainement le derby algérois entre l'USM Alger et le CR Belouizdad. Les contre-performances des Belouizdadi ont accéléré le départ du coach Corentin Martins. Mais les Rouges et Blancs devraient vite réagir pour se réconcilier avec leur public. Néanmoins, ils ont en face des usmistes qui se portent plutôt bien en ce début de championnat, sans pour autant séduire. La jeune et belle équipe du MC El Bayed reçoit chez elle, après une périple de 15 jours, le NC Magra. Les jeunes de Fouad Bouali, qui ont séduit plus d'un en damant le pion au CR Belouizdad le week-end dernier, devraient confirmer à la réception des Magraouis qui n'arrivent toujours pas à décrocher leur première victoire. Une autre belle affiche, celle qui aura lieu au stade Shahid Hamlaoui de Constantine, entre le CSC victorieux et de fort belle manière à Tizi devant la GSK, et les genoux du PAC qui traversent une zone de turbulence avec 2 défaites successives à domicile. Le derby du Sud entre ceux de l'Est, les gars des Iban, et ceux de l'Ouest, les Bachari de la JS Sawara, promet d'être disputé. Enfin, le Mouloudia d'Oran, avec son nouveau coach Eric Schell, accueille les Canaries du Djurdjura. Une rencontre qui promet du beau spectacle entre 2 ténors historiques du football algérien. La sélection algérienne de judo senior a remporté 3 médailles, une en or, une en argent et une en bronze, lors de la première journée du 42e championnat du monde militaire de judo qui se déroule à Tachkent, en Ouzbékistan. La médaille d'or a été l'œuvre du judoka Qaïs Moudater dans la catégorie des moins de 66 kg, alors que son compatriote Driss Messoud, dans la catégorie des moins de 73 kg, a décroché la médaille d'argent. Ayoub Ben Laribi a pris la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 66 kg. En tout, plus de 400 judokas militaires de 30 nations prennent part à ce rendez-vous militaire mondial en Ouzbékistan, une compétition organisée par le Conseil international du sport militaire en coordination avec la Fédération d'Ouzbékistan de judo. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée à midi. Je vous souhaite une excellente soirée.